Bonjour à tous, bienvenue. Venez, approchez, je vois des gens dehors là, approchez, n'hésitez pas. Appelez vos amis, votre famille. On est bien ici, donc deuxième table ronde pour ma part, et deux autres suivront plus tard dans la journée avec Lorraine Petit, en fait, qui va remplacer au pied levé Esther El Payani, qu'on salue, qui est positive. Voilà, c'est des choses qui arrivent, il paraît, à des tas de gens, et des gens bien. Donc merci d'être avec nous. On va s'intéresser cet après-midi à Top Chef, donc, et l'impact que ça a eu sur la restauration, sur les restaurants, sur les chefs, avec deux experts, avec deux profils assez différents, mais je pense qu'on va avoir une discussion très intéressante. On pourrait parler de mille choses d'ailleurs avec ces deux jeunes hommes. Donc à ma gauche, Baptiste Aubourg, que vous connaissez, je pense, peu ou pas, sauf si vous êtes sur TikTok, où il fait des super recettes dans la forêt. Donc Baptiste est consultant, il a une agence qui s'appelle Ventre, bien nommée, et notamment il travaille pour Top Chef depuis beaucoup d'années, et il nous racontera un peu les coulisses, enfin tout ce qu'on peut dire sans trahir les secrets de fabrication. Et puis Guillaume Sanchez, que vous connaissez j'imagine, qu'on ne présente plus comme on dit chez Drucker, qui a le restaurant Nezo, étoilé à Paris, qui a fait à la fois qui sera le prochain grand pâtissier en 2014 et Top Chef en 2018. Donc voilà, qui connaît bien tout ça et qui a un avis, une réflexion très intéressante, vous verrez, sur ce monde-là. Donc merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous ce dimanche. Donc on a un troisième invité, on lui passera le micro s'il faut. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin, ouais, donc le fils de Guillaume, évidemment. Je voulais commencer par toi, Baptiste, justement pour planter le décor, pour qu'on sache un peu mieux ce qu'est Top Chef. Enfin, on a tous une vision. Moi, je m'amuse à live-tweeter Top Chef toutes les saisons. Je suis impatient, là, ça commence le 16 février, la prochaine saison, mais on connaît parfois moins l'intérieur. C'était quoi l'idée de Top Chef, des producteurs, de la chaîne ? C'est quoi le concept de cette émission ? On oscille parfois entre concours, télé-réalité culinaire. C'était quoi le projet de départ ? Bonjour à tous. Le projet de Top Chef versus Master Chef, parce que ça a toujours été le sujet, et particulièrement en France où Master Chef n'a pas réussi à faire Master Chef amateur, Top Chef professionnel. Ouais, grosso modo, Master Chef c'est pour les amateurs, c'est des amateurs, Top Chef c'est des pros. Et à l'époque, là où Master Chef était écrasant dans le monde entier sur le format, notamment aux États-Unis avec Gordon Ramsay, Australie, toujours leader dans le monde, etc. Top Chef par copyright, c'est ça ? Ouais, voilà, ça a toujours été, mais ça poussait énormément dans le monde entier. Donc ils sont arrivés en France et très rapidement, donc il y avait TF1 qui avait Master Chef avec une grosse prod, beaucoup de monde, beaucoup de réflexion, et M6 un peu les chiens de la casse qui ont développé très très rapidement Top Chef et qui ont lancé juste avant Master Chef, et en fait ça a planté le décor. Et même si Master Chef sur TF1 a toujours fait plus d'audience que Top Chef, mais parce que c'est TF1, je pense qu'on mettrait un cours de salsa pendant 2 heures, ça ferait plus d'audience que sur M6. Mais en tous les cas, ça existe déjà. Ouais. Danser avec les stars. C'est Danser avec les stars. Et derrière, effectivement, en notoriété, Top Chef a toujours été devant, et ça correspond aussi à ce qu'est la France avec la nourriture, un peu cette approche un peu élitiste. Oui, Top Chef, c'est l'approche tout de suite étoilée. Enfin, c'est l'approche étoilée. On a je pense, je ne vais pas parler au nom de tous les Français, mais on a une vision, une approche de la cuisine qui est quand même basé sur la fierté, on a quand même posé plein de bases via les Escoffier, etc. Et je pense que dès le début, Top Chef était dans cet axe. Alors un peu plus, pas télé-réal, mais un peu plus, je dirais un peu plus putassier au début, où c'était vraiment gamifié. Ce que j'appelle gamifié sur les premières saisons, c'était les saisons Norbert, etc., où il y avait Michel Larocque qui venait goûter dans un théâtre pendant que des enfants lançaient des œufs, etc. Donc ça n'avait pas vraiment grand sens, mais avec les années, en fait, le format s'est installé par ce biais-là et est devenu ce qu'est devenu Top Chef aujourd'hui, via notamment les saisons de Guillaume, d'Adrien, etc., où c'est devenu vraiment et considéré par la profession en partie, et aussi le public comme un vrai concours de cuisine. Alors, comment sont choisis les candidats ? C'est quoi On dit souvent que c'est scénarisé, qu'on fait un casting pour avoir tel archétype.
Alors, pour le coup, on sait pas. Mais j'ai commencé l'année. En fait, ça fait 5 ans. Vous n'êtes pas rencontrés, c'est ça qui a été... Non, en fait, ça fait 5 ans que je fais. Tu fais quoi exactement? Dis-nous. Alors, en production télé, j'ai travaillé historiquement sur plein de formats. Comme le premier, c'était Jean Imbert et Norbert, qui faisaient des défis dans les cuisines des gens. Vous vous souvenez sans doute, peut-être, si vous le voyez. Donc mon premier rôle à la télé, c'était d'imaginer tous les défis. Donc le mec qui imaginait qu'un saumon pouvait cuire dans un lave-vaisselle, c'était plus ou moins moi. Et en gros, j'ai commencé par ce biais-là. Je te remercie pas. Et ensuite, j'ai continué à travailler rapidement sur MasterChef en tant que ce qu'on appelle game producer dans ce jargon-là, qui a un peu ce profil d'un mec qui connaît plutôt bien la cuisine et plutôt bien le côté journalistique et qui devait expliquer pourquoi une épreuve sur l'aubergine était intéressante, en grosso modo. Donc j'ai fait 3 saisons de MasterChef avec des gros sujets, des grosses prods. On est parti sur les toits de New York, on a fait des épreuves incroyables devant le Bouddha couché en Thaïlande. C'était fou à faire, mais ça n'a pas réellement marché. Et derrière, j'ai bossé sur Top Chef. Et en gros, Top Chef, le casting, c'est un gros travail de casteurs qui viennent sur les Instagram des chefs, qui viennent... Ouais, il faut le dire, hein, tous les chefs quasiment sont contactés un jour ou l'autre par Top Chef. Sont contactés d'année en année, ça refuse beaucoup, ça accepte de temps en temps, ça se fait aussi refouler sur les castings. Alors Adrien Cachot, il a passé 3 fois le casting, il s'est fait refouler plein de fois parce qu'il arrivait en pyjama et puis il en foutait pas une et il souriait pas, donc ça donnait pas trop envie de le prendre, même si sa cuisine était exceptionnelle. Mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'il y a des casteurs qui sont envoyés sur le front, ils sont à peu près entre 5 et 7, et puis après, grosso modo, il y a des pré-castings, il y a des Skype, donc en gros, on les auditionne, pas moi personnellement, mais ils sont auditionnés au téléphone, ils sont parfois rencontrés, ils sont ensuite leur cuisine, et on leur demande un book de cuisine, donc des photos précises de ce qu'est leur cuisine, leur univers, et ensuite, l'épreuve finale, c'est une fois dans l'année, c'est sur 3-4 jours, c'est à Médéric, à Paris, où en gros, ils sont accueillis, ils ont 2 épreuves à faire. Une première épreuve, c'est présenter leur plat signature, c'est 1 heure, donc ils arrivent avec leur... c'est là qu'on voit déjà les profils de cuisiniers. Il y a ceux qui arrivent avec leur glacière électrique, il y a ceux qui viennent, comme Adrien Cachot à l'époque, avec son couteau, sa tête de homard et sa moelle, et ceux qui viennent un peu, mais avec tout leur matos, et puis ils sortent leur plat signature, donc là on voit un peu le type de chef, et ensuite la deuxième épreuve, c'est ce qu'on appelle l'espèce de boîte mystère, en fait, où en gros il y a un ingrédient imposé, et là sur 1 heure on essaie de voir leur potentiel créatif, et c'est là qu'on voit un peu si les mecs sont déstabilisés, comment ils peuvent se sortir d'une situation un peu incongrue, et à la suite de ça... Mais qu'est-ce que vous cherchez comme... alors, moi, je suis pas seul. Je suis avec Christophe Raoux, qui est un meilleur ouvrier de France, l'ancien chef du Péninsula, qui a fait la paix. Et en gros, alors lui, c'est la caution vraiment technique. Aller voir si le rouget est cuit à la perfection. On passe pendant les épreuves aussi pour voir comment il se comporte. Et moi, j'ai la vision un peu plus télévisuelle / culinaire. Je suis un passionné de bouffe et je m'y connais. Mais c'est aussi, j'arrive à détecter si des candidats ont des potentiels d'évolution dans les concours de cuisine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, Top Chef, pour moi, et Guillaume pourra le dire, c'est un concours, je pense, très compliqué. Tu peux tomber sur des épreuves stressantes pour 1000 raisons. Le matos le matos qui est aussi imposé, on peut en parler par des partenariats parfois aussi. Donc, tu travailles avec des légumes, je crois, c'est souvent le truc qui remonte, Pomona, etc. Je sais pas si c'était... Ça, au final, c'est pas nous qui goûtons. C'est pas la cave qui compte, c'est pas un souci. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, t'es pas dans une cuisine professionnelle et donc loin de tes capacités, finalement. C'est tout. Mais je pense que depuis ta saison, je pense que tu as dû beaucoup râler. Ah ouais, maintenant c'est abusé, ils ont des barbecues. Ils ont les camados, ils ont les de ma boule. Voilà. Je pense que c'est un petit peu. Tu as travaillé pour la génération. On avait une bouilloire et un gaz, quoi. Là, ils ont les thermoplongeurs, les trucs, ils ont tous les même des rotovap, je crois, cette année. Ça part un peu loin. Et puis justement, c'est quand on regarde un peu l'évolution de Top Chef. Au début, c'était vraiment cuisiner avec la spatule en silicone de chez Mat Fer, et maintenant, là, on est vraiment loin dans l'exercice. Mais pour moi, qui est peut-être à un point de rupture où je pense que l'étape d'après, ça va être, je sais pas, je pense d'année en année, là, les 3 dernières saisons, c'est les chefs qui cassent les codes. Mais à force de faire venir les chefs qui cassent les codes, soit le vivier se renouvelle énormément. Quand on a tout cassé, après, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas vraiment le cas, soit effectivement aller chercher à l'étranger.
Mais sauf que M6 a jamais trop voulu faire trop venir de chefs étrangers parce que d'une, c'est pas concernant pour les Français réellement, parce qu'on est toujours aussi fiers liés à ça. Et puis voir des mecs qui parlent anglais sous-titrés un mercredi à 20h50, ça marche à 21h maintenant, 21h15, ça marche pas trop. Donc voilà, moi ma conviction c'est que ça va revenir à des choses un peu plus normales, un peu plus basiques, comme l'est aujourd'hui la restauration de base qui marche énormément quand on voit les bouillons, etc., les brasseries du bio et autres qui marchent énormément. Moi je pense que ces émissions culinaires vont revenir à des grosses bases. Ça ne veut pas dire qu'on va voir les mecs cuisiner des œufs maillots, mais en tous les cas c'est peut-être intéressant de se dire qu'il faut peut-être revenir faire des épreuves autour du riz, autour du grain de riz, c'est cool, mais je pense que c'est plus suffisant en fait. Il faut pas tout à fait répondre à ma question, après on passera à Guillaume. Ouais. Qu'est-ce qu'on cherche comme profil ? Est-ce qu'on cherche celui qui va péter on sait qu'il va péter un plomb et que ça va être télévisuellement chouette ? Est-ce qu'on met ensemble des gens qui ne s'entendent pas parce qu'on sait que ça va clasher ? Est-ce qu'on met des gens un peu moins bons parce qu'ils vont faire des conneries et que ça va être... Alors, ouais, sans voilà, je ne veux pas te piéger, mais vous cherchez des profils parce que ça reste de la télé. Ouais. Toi, tu as une définition intéressante. Il y a un hiatus pour toi entre les candidats qui participent à un concours et la prod qui veut faire une émission de télé-réalité. Non, mais c'est là le vrai enjeu, c'est qu'il y a un moment donné où on le sait très bien, tous les cuisiniers de France sont pas faits pour faire Top Chef pour plein de raisons. Parce que, c'est pas grave, parce que devant la caméra ils ont pas grand chose à dire. Tu me coupes si je dis des conneries, mais il y a un moment donné où quand on est filmé t'as rien à dire, ça devient chiant à la télé. Et donc voilà, en fait c'est ce mix des deux qui est hyper intéressant à regarder parce que c'est compliqué, parce que même toi en tant que candidat, quand tu te retrouves sur Top Chef, c'est pas un concours, c'est autre chose. Ouais. Non mais Guillaume a raison, c'est aussi pour ça que Masterchef au bout d'un moment n'a plus marché, c'est que pour avoir vécu ça à l'intérieur, c'est que TF1 voulait des amateurs plus, c'est-à-dire des amateurs qui cuisinaient super bien. Donc le casting a toujours été en ce sens-là. Les dernières saisons, c'était Madame Michu ou Fabrice qui avait un super niveau cuisine et c'était le premier facteur. Donc ça a été fait comme ça, le travail a été fait comme ça, sauf qu'on s'est retrouvé avec des amateurs qui étaient un peu chiants. Et du coup on s'emmerdait vraiment pendant Masterchef parce qu'il y avait un décorum qui était incroyable parce qu'on cuisinait sur l'Empire State Building, sauf que derrière les mecs on leur demandait de dresser à l'assiette, chose qu'un amateur sait pas vraiment faire, c'est vraiment des codes que tu apprends avec l'expérience, etc. On leur donnait pas les thèmes des épreuves, donc les mecs arrivaient, on leur demandait de faire une blanquette de veau inversée sans qu'ils aient révisé, donc ça a jamais marché. Tout ça pour dire que oui, la télé reste de la télé, que ce soit Koh-Lanta, Danse avec les stars ou le Camoulox, ça a toujours été une histoire de casting. Et que pour que tout le monde soit gagnant, le téléspectateur, la chaîne, la boîte de prod et les candidats, il faut que chacun soit à sa place pour les bonnes raisons. Et donc oui, dans le décorum, dans le paysage d'une saison de Masterchef, tu as souvent effectivement le quasi étoilé de province, sans doute la pépite de demain parisienne. Et il faut des Belges aussi, tu m'as dit. Nécessairement, il faut des Belges parce qu'il y a une audience belge et suisse. Donc, s'il y a des Suisses aussi, c'est sympa. Si un Belge va loin dans le programme, souvent les audiences sont éclatantes parce qu'il y a les audiences françaises plus belges, mais c'est pas pour ça que la prod pousse. Il n'y a pas de triche en Top Chef. Je suis pas là, je suis pas missionné par M6 ou Studio 89 pour. Je suis pas enregistré. Enfin, si, il y a une caméra, mais bon. L'idée, c'est que. T'as regardé s'il y avait des micros quand même avant. Ouais. Non, c'est plutôt très clean, que ça soit des sélections de notre côté à la finale, qui est souvent, ça, pour 1000 raisons qui ne correspondent pas à la réalité. Mais non, effectivement, ça reste une émission de télé, donc il faut que ça soit divertissant. Donc ouais, c'est souvent des profils très, très identifiés. Avec des épreuves qu'on te donne aussi à l'avance, on peut le dire. Enfin, ça circule. Ouais, il n'y a pas de secret. C'est encore pour rejoindre, pour que ça plaise à tout le monde, c'est que les candidats ont un dossier d'épreuves. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a tous les sujets qui risquent d'être abordés pendant la saison. Donc, la cuisine, la cuisine fumée, je sais pas, le poisson cryo, un plat autour de l'œuf. Le plat autour de l'œuf. En gros, ils ont tous les sujets à réviser. Ils savent juste pas quand ça va tomber. Il y a des références de plats en photo qui sont mis sur le dossier. Si le mec est un peu malin, s'il joue un peu au truc, il va vite identifier quel est le chef qui va venir. Mais grosso modo, on sait pas quand ça tombe. Et les troisième épreuves, les tests sous pression,
De toute façon, tu sais pas en fait, c'est un produit qui t'est imposé, ça on te le met pas dans le bouquin. Donc en gros, ça reste du talent pur. Celui qui sauve du test sous pression en général, c'est qu'il s'est un peu sorti les doigts, et c'est au talent pur. Donc oui, ils ont les sujets. Alors le mec qui taffe un peu, moi j'ai toujours pensé que le gros taffeur, le premier de la classe, qui taffe très fort, il peut aller jusqu'au bout s'il a eu le temps de réviser pendant 3-4 mois. Le mec qui est encore dans l'activité, né dans le pass, etc., comme Adrien à l'époque, comme toi aussi, t'as pas le temps de réviser enfin même si tu t'as même pas le temps d'envoyer les recettes. T'as pas le temps d'envoyer les recettes et tu te fais emmerder par tout le monde parce que les mecs ils veulent absolument. Parce que tu envoies des recettes aussi pour que les ingrédients soient prêts. Et ça, Ouais, enfin, mais ça, peut-être c'est on dévoile plutôt trop de choses, quoi. Ouais. Ouais, à la limite, t'envoies ton interprétation du bourguignon 3 étoiles. À la limite, c'est pratique parce que derrière, t'as toute la régie cuisine qui. Si t'explores le truc, c'est plutôt clean parce que tu sais qu'il va pas avoir de perte et que tu sais exactement ce que les candidats vont prendre et que. En réalité, toi, tu es content parce que tu vas voir Guillaume faire un espèce de truc qui maîtrise de A à Z et ça va t'impressionner. C'est ce que les gens recherchent en regardant Top Chef. Il ne s'agit pas de piéger. Non, en fait, il ne suffit pas de piéger. Néanmoins, ça reste, la réalité est que ça reste quand même super stressant sur le moment. Moi, je serais incapable de faire un concours de cuisine de la manière dont ils l'ont fait, dont ils le font tous les ans. Et ça reste quelque chose de très pressurisant, très crevant et qui va à une vitesse folle, quoi. On va demander à Guillaume justement comment il a vécu. D'abord, peut-être la motivation. Pourquoi on fait Top Chef au meilleur pâtissier, Guillaume? Toi, en tout cas. Je crois que les raisons sont multiples. T'en as qui y vont parce qu'ils pensent que être connu, c'est plus simple pour devenir cuisinier et pour gagner de la thune. T'en as d'autres qui y vont pour sauver une activité qui est en train de se péter la gueule, moi. Et d'autres qui pensent aller sur un concours de cuisine. Je pense que tu as à peu près le triptyque assez large. Toi, clairement, tu avais Nomos à l'époque, c'est ça? Moi, j'ai ouvert Nomos 2 mois avant les attentats au Bataclan. Ouais. Autant te dire que cette année-là a été un peu complexe. Mais voilà, c'était comme ça. Et Top Chef m'a permis de redresser la barre, puis d'ouvrir Nezo et de faire ce que tu sais après. Et comment tu l'as vécu de l'intérieur, toi? Est-ce que ça reste un bon souvenir? Est-ce que ça reste... Et ça reste un super souvenir parce que c'était drôle à faire. Ça a été hyper intense. Mais c'était drôle. Vigo, ça commence à me gonfler là. Excusez-moi. Hop. Et tiens. Il y a des babysitters dans la salle. et voilà. Et puis je savais pourquoi j'y étais. Je savais qu'il fallait que j'aille le plus loin possible pour être vu par le plus de gens possible, pour remplir le plus possible mon resto. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que tu es allé ni très loin, ni pas loin non plus. Plein centre. Plein centre, cette semaine, c'est ça, je crois. Ouais. Fait. Mais ça a quand même... tu as vu tout de suite l'impact en sortant de Top Chef. Tu as vu qu'il se passait quelque chose. On a vu l'impact au moment du générique du premier épisode, où d'un coup, on a été complet pendant 3 mois avant même que je commence à cuisiner. Voilà. Donc, Mais il y a des trucs marrants. Moi, je m'amuse sur Top Chef quand il y a la diffusion. D'aller sur Google Analytics et de voir un peu quand il y a des épreuves de... Alors je prends l'année d'Adrien parce qu'on a un peu bossé derrière ensemble. L'année de Adrien Cachot. Adrien, ouais, pardon. Finaliste de la saison. Et en gros, il avait sur l'épreuve sa demi-finale où il imposait des abats aux autres, notamment la fraise, de veau, etc. Tous ces trucs dont on entend rarement parler quand on n'est pas dans le milieu ou quand on n'est pas quelqu'un qui s'intéresse aux abats. J'avais regardé historiquement sur Google Analytics que les gens, en même temps, à l'heure de diffusion de Top Chef et au moment de cette épreuve-là, que la recherche fraise de veau n'a jamais été aussi forte de tous les temps à 21h37 au moment où Adrien imposait ça. Et donc ça, c'était marrant parce que derrière, ça permet d'aller... Enfin, c'est un argument fort pour dire qu'Adrien est un mec expert pour travailler autour de dispositifs autour des abats. Mais... ce qui prouve aussi l'impact qu'a Top Chef sur l'esprit des gens. Et il ne faut pas le négliger aujourd'hui. C'est qu'il y a eu différentes phases de Top Chef au début qui étaient cette émission effectivement vachement divertissante, un peu interville, ça partait dans tous les sens. Et aujourd'hui, c'est vraiment perçu, crédibilisé un peu plus par la profession parce que des profils très techniques rentrent dans le concours. Guillaume en fait partie, des Mathias Marc qui était déjà considéré comme une des pépites dans le sérail, mais aussi l'émergence de gars d'éternels
que je dirais Adrien Cachot. Pour moi, ça a toujours été l'éternel, le gars, le chien de la casse aussi, celui qui n'aurait jamais dû être connu, qui était un peu passé hors radar pendant des années, qui d'un seul coup, grâce à Top Chef, est devenu une espèce de mec qui a éclos pendant le confinement, en qui tout le monde s'est identifié parce que c'est ce Poulidor qui a fini deuxième et qui avait ce côté un peu nounours sympathique, quoi. Mais voilà, c'est pour ça que Top Chef est une des dernières émissions qui dans son symbole un peu de quête de l'excellence et de partir de rien pour devenir quelqu'un, marche toujours autant. Et surtout dans des moments où le monde va mal, je crois qu'on a besoin de ces émissions pour s'identifier. Alors pour venir un peu au thème de la table ronde plus précisément, toi, Guillaume, tu dirais que ça a changé quelque chose aussi, pas seulement dans ta vie à toi, parce que tu en as vu l'impact immédiatement, mais est-ce qu'il y a une génération Top Chef? Est-ce que le restaurant est aujourd'hui différent qu'il l'était avant la première saison, 2010, hein, c'est ça, première saison de Top Chef? En 12 ans, il s'est passé quoi? Il y a effectivement une génération Top Chef qui est apparue, qui est dans sa grande majorité étoilée au Guide Michelin aujourd'hui, présente sur la scène culinaire depuis X temps. On a vu des restos ouvrir de candidats de Top Chef, on en a vu d'autres fermer. On a vu une clientèle complètement changée, complètement chamboulée par ce qu'ils voient en fait depuis 13-14 saisons, qui aujourd'hui sont devenus passionnés, se prennent pour des critiques culinaires, donnent des avis, s'intéressent au changement de carte, s'intéressent au nom des producteurs qu'il y a derrière. Enfin, tu vois, c'est toute une philosophie qui a un peu changé. Après, moi, je le vois. Tu dis que ça avait déjà, ce mouvement était déjà enclenché, que ça n'a pas changé le business des chefs, notamment sur l'image des chefs, par rapport aux marques qui s'intéressent aux chefs. Les contrats de chefs existaient déjà. D'ailleurs, je pense que les plus gros montants ont été signés sur la génération précédente et pas sur la nôtre, clairement. Dommage pour nous, mais c'est comme ça. Mais voilà, on avait pour habitude de voir des contrats à quasi 1 million sur des grosses stalls pour d'anciens chefs. Aujourd'hui, on a décidé de montrer un peu du doigt les gens qui gagnent de l'argent dans la restauration, alors que c'est un truc, tu vois, qui existe depuis X temps. Et on parle de Marc Vera, de Michel Gare, ouais, c'est ça, ouais, par exemple. Ouais. Mais ce qui a changé, en fait, c'est le statut du chef, c'est la position du chef par rapport aux marques. Le rôle a changé. C'est-à-dire qu'avant, on leur demandait de créer des recettes uniquement, et puis tu jouais un petit peu sur le col bleu, blanc, rouge et sur le nombre d'étoiles, et c'était très bien comme ça. Aujourd'hui, en fait, ils cherchent des influenceurs. Et le chef est devenu influenceur quoi qu'il arrive. C'est un terme que tout le monde connaît aujourd'hui via Instagram, alors qu'en fait, dans le business, c'est juste, ok, tu as une personne qui peut potentiellement te ramener X milliers d'euros parce que sa clientèle consomme, tout simplement. Toi, tu dis, Baptiste, c'est comme Neymar, en fait. Comme dans le foot, il y a ça. Oui, non, en plus, oui, je t'ai sorti cet exemple parce que je l'ai regardé il y a 2 jours. Je ne l'ai pas regardé en entier parce que c'était clairement de l'autopromo, et j'aime beaucoup le PSG, mais j'ai un avis critique aussi sur le... Voilà. Mais, les chefs sont les joueurs de foot. Ouais, alors, il y a ceux qui ne cherchent pas enfin, c'est comme l'a dit Guillaume, tu le fais pour des raisons... Enfin, tu connais les résultats. Ceux qui se lancent dans Top Chef aujourd'hui, moi je le vois dans les candidats qui se lancent aujourd'hui, ils savent très bien. En fait, ils se servent ils ont vu comment ça se passait pour les anciens, pour les Guillaume, pour les Adrien, pour les David, etc. Ils voient que derrière, ça tracte énormément. Donc les mecs, en fait, aujourd'hui, qui se présentent à un concours, ils savent exactement ce pourquoi ils se présentent. C'est-à-dire que derrière, ils savent que s'ils sont dans le dernier top 5, dans le top 5, ils savent que ils vont pouvoir tracter des contrats pendant 2 ans. Et c'est là, en fait, moi j'ai peur un peu. C'est à ce moment-là où, effectivement, certains n'arrivent pas à mettre le curseur là où il faut et se vendent un peu leur âme et font tout et n'importe quoi. Et c'est juste ça qui est un peu dommage aujourd'hui. C'est un peu la pensée unique qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agences, pas les nouvelles, notamment les relèves qui travaillent plutôt bien et de façon intelligente. Il y a beaucoup d'agences ou même de groupes de produits qui contactent les chefs en disant, en ne connaissant pas cet univers un peu qui sont les plateformes, les réseaux sociaux, qui peuvent rapidement casser une image de chef et très rapidement un chef qui a
enfin j'imagine depuis 15 ans boss et s'est buté dans l'ombre pendant 15 ans, se retrouve à toucher des contrats à 30 000 balles, et puis rapidement perdre la tête et en enchaîner que ça. Il y a des exemples qui existent de chefs comme ça qui avaient un certain potentiel, qui ont littéralement vrillé et qui font que des micro-contrats aujourd'hui et qui font tout et n'importe quoi et qui vendent des calendriers de l'Avent ou des marteaux chez Leroy Merlin et en fait ces mecs se perdent et je trouve que c'est dommage parce que de base il y a un talent. C'est la faute de Top Chef Alors, on en a parlé, est-ce qu'il y a comment dire, un entretien avec un psychologue pour juger justement de la capacité C'est pas du avec un psy candidat qu'il faut le faire, c'est avec un banquier qu'il faut le faire le rendez-vous, vraiment. Est-ce qu'on évalue la capacité des candidats à supporter cette soudaine notoriété qui va leur tomber dessus? Le concours, ouais, je crois que tu passes le psy. T'as un test psychologique juste pour savoir si t'es pas complètement taré. Mais c'est tout. Après la suite, effectivement, personne t'y prépare. Et ça pour le coup, c'est un sujet qui est global sur la télé-réalité et le fait de passer à la télé, de devenir visible. C'est un vrai souci. C'est-à-dire que d'un coup, t'es paumé dans un truc où tout le monde te reconnaît dans la rue, où on te demande des photos, où t'as l'impression d'être aimé par tout le monde. Et effectivement, je pense que c'est compliqué à gérer. L'avantage pour des mecs comme moi et Adrien, c'est qu'on est tellement associables que ça n'a rien changé. Ah ouais, pour vous, c'est plus facile. Non, et sur le business, justement, sur ces contrats, toi, tu en parles de façon très transparente, Guillaume. Nezo, un restaurant gastronomique toilé, c'est très difficile de le rentabiliser aujourd'hui. C'est pas forcément un centre de profit, c'est parfois même un centre de perte. Donc, tu dis qu'aujourd'hui, ton économie, en tout cas, elle est au-delà du restaurant. Tu es un entrepreneur qui fait parfois bien autre chose que de faire la cuisine. En tout cas pour ton restaurant. En tout cas pour Nezo. En tout cas pour Nezo. Mais Nezo est un cas très particulier parce que Nezo a depuis le départ une cuisine assez ambitieuse qui coûte extrêmement cher à la société, les miennes. Et voilà, mais ça c'est une vraie prise de parti. C'est des choix entrepreneuriaux que j'ai effectués. Et c'est comme ça. Donc effectivement, aujourd'hui pour continuer à faire vivre Nezo, son équipe, les producteurs, je suis obligé de faire autre chose à côté. Autre chose à côté, ça peut être signer des cartes pour d'autres groupes, ça peut être créer d'autres projets, ça peut être faire des événements avec des marques. Voilà. Mais c'est comme ça en fait que mon business tient debout. Mais dans ce que disait Baptiste sur vendre son âme ou pas vendre son âme, comment tu choisis, comment tu décides que tu peux y aller ou pas y aller? Est-ce que tu as parfois des cas de conscience? Non. Non, il faut laisser le verre quand on verse, Vigo. Hop. Est-ce que vous avez une serviette, s'il vous plaît? Je suis désolé. Tu veux de l'eau? Non. Hop. Attends, mec, bouge pas. Hop. Donc aujourd'hui, effectivement, nous on fait attention. Avec quelle marque on bosse sur des. C'est une épreuve Top Chef. Sur 100%. Non, mec. Attends. Hop. Je veux voir la vidéo après. Elle est bien là. C'est capté, on pourrait revoir tout ça sur les réseaux. Oui, forcément, on lui apprend à transvaser à la crèche, donc qu'est-ce qu'il fait? Il transvase. L'idée, effectivement, c'est pas de bosser avec n'importe qui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans que j'ai fait ma saison. Et d'année en année, je travaille de plus en plus. Tu vois, donc je peux ouvertement penser que j'ai passé le cap de la petite nouveauté qui excitait un petit peu tout le monde parce qu'ils avaient des tatouages sur la gueule, et qu'aujourd'hui, non, Vigo, non. Et qu'aujourd'hui, en fait, on est sur autre chose, et que j'arrive à me renouveler, et que j'arrive à conforter un petit peu et mes clients, et mon équipe, et les marques avec qui je bosse, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être autre chose que juste de la médiatisation. Tu as aussi un savoir-faire, un machin, un truc. Et un discours un peu... comme tu connais. Aujourd'hui, le but, c'est pas de taper sur telle ou telle marque. Aujourd'hui, le but, c'est de savoir, ok, quel est l'impact sur ma carrière si je travaille avec eux, et comment tu le gères. On va mettre les pieds dans le plat. Un choix comme Uber Eats pour moi pendant le confinement est clairement... Vigo, s'il te plaît, on enlève ça? Il fait chaud? Et clairement un choix en fait qui était là pour faire vivre et tous les pêcheurs avec qui je bosse. On rappelle que tu as fait des fish and chips qui étaient notamment. complètement à l'arrêt, voilà, qui étaient complètement à l'arrêt, qui n'étaient pas aidés par l'État, clairement. Et donc
moi, ma position a été de dire en octobre, avant le deuxième confinement, ok, comment je fais pour aider ces gens-là si ça repart en couille. Et puis derrière, tu as une bande de petits malins qui se sont amusés à me taper sur la gueule et à montrer du doigt le bazar, sans poser une seule question. Tu vois, le vrai problème est là, c'est qu'à aucun moment un Emmanuel Rubin est venu me voir en disant genre ouais mec je comprends pas. Je sais pas pourquoi tu parles non, mais d'Emmanuel tu vois, Rubin. il y en a plein. Parce que, encore une fois, tout ce petit milieu-là reste sur ok, c'est quoi la forme? Ah putain, ils bossent avec des mecs qui payent pas les livreurs, qui font n'importe quoi. Donc, tout de suite, tu fais de la merde. Alors que tu as tout un processus. J'ai bossé pour Kellogg's il y a 7 ans, tu vois. En termes d'éthique, c'est pas ouf. Sauf que le contrat qu'on a signé, à l'époque, c'était Hélène Luzin qui s'occupait de moi. Dans le contrat, on a mis qu'on voulait être qu'un mono-emballage, tu vois. Donc c'est quoi à dire, mais sur un projet de merde, si tu arrives à chaque fois à apporter ta petite touche et à faire en sorte que le projet puisse avoir du sens pour l'avenir, c'est pas mal. Je pense que tu peux peser sur des marques comme ça et pas te laisser juste d'être un moyen pour eux. Mais en fait, le vrai but, il est là. Le vrai but, il est là. Tu vois, c'est-à-dire que l'agro existera demain. Et c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire quand tu vois tout le monde taper sur l'agroalimentaire. Certes, mais c'est ceux qui nourrissent en fait 90% de la population en France. Donc il y a un moment donné, si on veut vraiment impacter le bien manger à la maison, faut s'attaquer à ça. Tu vois, c'est pas nous avec nos petits producteurs que 20 personnes connaissent sur Instagram qu'on va pouvoir changer quoi que ce soit. Et le jour où on arrivera justement à être moins naïf que ça, je pense que les chefs qui ont des vraies prises de parti environnementales, sociétales, tu vois, pourront en fait aider ces gros-là à changer. Ouais, et c'est un peu, moi je suis d'accord avec Guillaume, mais c'est en sortant de Top Chef, j'ai travaillé avec Adrien Cachot et justement on a été, il a pas fait, je peux en parler maintenant, mais on a longtemps discuté avec Burger King. Parce que Burger King voulait faire un menu enfant qui ait du sens et qui, sans attaquer toute la gamme Burger King, commencer par la gamme enfant et la travailler de manière éthique. Alors ça paraît un peu délirant comme ça, mais dans cette idée-là, c'est de se dire aujourd'hui, si les choses changent demain, ce sera via les gros de l'industrie. J'ai rencontré il y a trois jours Nestlé, les R&D, et effectivement c'est le plus gros budget R&D au monde, c'est chez Nestlé. C'est des mecs qui, alors je suis pas forcément fan de ce que j'ai goûté du Vuna, donc c'est du thon vegan, ça a vraiment la texture, je vous jure, j'en ai déjà thon vegan. J'en goûte depuis 15 ans dans les salons, les Italiens n'arrivaient pas à faire la texture, etc. Aujourd'hui, il y a 3 jours, j'ai goûté du thon, vraiment du thon qui n'en était pas. Alors ça fait peur, je suis pas fan. Moi, je suis plus fan de me dire que faisons de l'éducation sur mettons le légume en pièce principale dans une assiette au lieu de le considérer comme un accompagnement. Néanmoins, ceux qui vont vite, c'est ceux qui avanceraient vite, c'est Nestlé, c'est les Barilla, c'est les gros de demain. Je me rappelle, Thierry Marx avait travaillé pour McDo à l'époque, parce que lui partait du principe que le premier repas que tu manges quand tu es adolescent, c'est un McDo, et que quitte à attaquer un truc et donner du goût à quelque chose qui coûte pas très cher, autant travailler avec les gros. Alors bon, là, pourquoi pas Burger King alors? Bon, mais en fait non. Alors finalement, on n'avait pas signé. C'était pour des raisons très éthiques, et pourtant il y avait en face un gros chiffre. On n'était pas allé plus loin parce que oui, c'est correspondait vraiment à mettre les pieds dans le plat de façon importante. Et voilà. Eux n'étaient pas prêts à suivre. Les recommandations d'Adrien et de Non, toi. alors c'était plus l'inverse, c'est qu'en fait on a pas mal discuté, et puis non, ça s'est pas fait parce qu'on s'est posé les bonnes questions à un moment donné, et que oui, derrière, pour entrer dans les détails, c'est qu'il y a des dispositifs influenceurs sur les plateformes, sur Instagram, etc., qui ont aucun sens parfois. Moi je suis de la culture organique, c'est-à-dire qu'en gros, un contenu, j'estime qu'il va être engagé, il va être engageant s'il est bien fait, s'il parle des bonnes choses. J'aime pas trop les contenus qui sont achetés, sponsorisés, poussés, en fait. Je supporte pas ça. Et donc c'est pour ça que toutes les expériences que j'ai fait sur TikTok ou ailleurs, elles ont toujours eu un gros succès parce que j'utilise des moyens qui sont la stratégie de contenu, et qui fait que ça plus ça fait que tu as un contenu qui est hyper engageant et intéressant à regarder sans qu'il soit payé et montré de façon factice devant la tête des gens parce que tu as payé 60 balles, quoi. Il faut dire que tu as travaillé aussi pour Chef Club, donc tu as toujours approché, là tu as conseillé Devor, on peut le dire, oui, on le sait. Oui. Donc les Dark Kitchen, mais c'est aussi pour observer ces mondes-là qui ont
qui sont parfois plus agiles, qui ont plus de moyens pour trouver des solutions? Ouais, alors disons que je suis une nature je suis très curieux. Je suis beaucoup trop curieux, ça m'occupe beaucoup l'esprit. Je réfléchis beaucoup et je me pose beaucoup de questions. Et donc à l'époque où je travaillais à la télé, j'ai vu qu'il se passait un mouvement sur le web, sur la bouffe. Et il y avait les Tasty, Testmade, qui étaient des gros acteurs américains qui étaient surfinancés. Et en France, il y avait effectivement Chef Club, qui est devenu cette pépite de start-up là, dans lequel Tefal a investi à 18 millions d'euros là. Et en gros, je suis arrivé, on était 3 dans une chambre en chaussettes et on faisait du contenu, alors de recettes que vous connaissez peut-être, hein, qui sont effectivement pas top. Hein. Moi, nutritionnellement et diététiquement, c'est terrible. Mais en fait, c'était l'exercice de montrer que la data plus la créativité, en gros, de ce qu'on écoutait du web, est-ce que, en grosso modo, les vidéos qui marchaient très fort ou les Pinterest qui étaient très repinés, plus un peu de créativité de notre côté, ça pouvait créer des blockbusters. Et c'est comme ça que rapidement, on a fait 2 milliards de vues par mois et que ça a été un vrai succès. Moi, je suis resté 3 ans là-bas. On était 2 au début. Je suis parti, ils étaient 50 parce que ça m'a bouffé le cerveau et que effectivement faire des crêpes au Nutella de 4 mètres de haut, ça me plaisait plus. Mais néanmoins, j'ai appris un truc là-bas, c'est que maintenant, je dis jamais que je suis sûr que ça va marcher. C'est enlever ça de mon vocabulaire. J'attends de voir en fait. Et ça m'a aussi appris l'espèce de test and learn, l'agilité sur le web, de se dire que avec le web, tu peux facilement tester des trucs et les enlever sans que personne s'en souvienne, et que ça te permet de tester à grandeur nature des choses. Voilà. Mais si on revient à Top Chef, est-ce que Top Chef a pour toi cette responsabilité aujourd'hui, notamment sur l'engagement, sur la saison, sur le gaspillage? Est-ce que la production fait ce travail-là aujourd'hui? Cette conscience d'avoir une responsabilité sur la restauration et l'alimentation d'aujourd'hui et de demain? Je pense que oui, ils font gaffe aujourd'hui parce que par force des choses, tu as un espèce de... Ils ont réussi d'avoir une telle attention que tout le monde les regarde, donc ils font vachement gaffe. Alors je pense qu'ils sont dans les épreuves, maintenant ils sont quand même vachement à la pointe. Connaissant un peu les épreuves qui vont arriver, c'est très recherché, c'est très poussé. Donc ça vraiment, quand tu es intéressé au truc, au sérail, ça tape dans le mille à chaque fois. Et après sur la prod et dans les faits, oui, ils font vachement gaffe. Alors, je sais que sur la régie cuisine, Vincent Mélin, qui est un autre talent à connaître, c'est le gars qui organise toutes les émissions de cuisine. En fait, d'un point de vue cuisine, c'est lui qui met tout en place, tous les partenariats. C'est un ancien de chez Pic. Le mec, il a le monopole de l'organisation des émissions de cuisine. Ouais, ils font gaffe, ils sont hyper contrôlés. Toute la bouffe, il y a aucun. Mais tout ce qui est, il y a des associations qui ont tout est plugué. Ça, il faut hyper gaffe. Ils sont hyper regardés. Et puis au-delà de ça, je pense que moi, j'ai connu un peu les années Masterchef où tu faisais venir une tonne de fromage Marie 4 hommes sur une épreuve autour du fromage, et qu'à la fin, on se regardait tous, on était très contents, on se tapait dans la main, mais on se disait qu'est-ce qu'on fait du fromage, et que le secours populaire pouvait pas venir récupérer parce que c'était déjà un peu ils n'avaient pas le droit de récupérer le truc, donc on repartait tous avec nos 3 kilos de comté 36 mois, et le reste c'était mis sous vide, mais on savait qu'à la fin de la saison ça pas. Donc il y a eu des absurdités en fait, comme dans les dark kitchen. Aujourd'hui c'est un peu n'importe quoi, ça va se rationaliser avec le temps, et aujourd'hui des émissions comme Top Chef, elles sont hyper bien rodées, tout le monde connaît bien sa place, tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire, et je pense que si demain tu avais un concurrent qui disait, alors Masterchef va revenir sur France 2, là je travaille dessus en conseil, je pense que ça va pas du tout avoir la même gueule, j'espère que ça va être aussi bien, mais je pense pas du tout, il y a pas autant de budget, et aujourd'hui Top Chef a une telle avance que ça sera illimité, je pense. Juste, tu me disais qu'aux États-Unis, Masterchef, c'est vraiment changement de vie. Le casting est fait dans ce sens-là. Ça va être, tu me disais, un ancien obèse qui s'est sauvé par la cuisine et qui veut devenir cuisinier. Enfin, est-ce qu'on va vers ça aussi Écoute, on a eu des profils comme ça aussi en recherche sur les raisons précédentes, avec des mecs qui se sont rendus compte que ce qui a intéressé Top Chef, c'était plus ce qui s'était passé dans son passé que son réel talent culinaire. Alors t'as des gars genre les Scotchman qui sont arrivés. Il a fait Scotchman, je sais pas si vous vous souvenez, il fait pas mal de formats sur Canal+. Moi, il m'a fait marrer. Effectivement, il cuisine bien, mais c'est pas. Je pense qu'il y a meilleur que lui comme cuisinier, mais il est tellement starbé. Non, dis pas ça. Il a fait une émission, il a fait une épreuve, enfin une émission. Il est parti évidemment, il a fait son coup, et derrière il a signé avec Canal+. Il a réussi son coup. Je sais pas, il fait avec des trucs avec Jack Daniels, ça lui correspond totalement. Lui, c'est un produit market, Top Chef, un peu push, qui a très très bien marché quoi. En revanche, à contrario, t'as des gars qui sont contactés tous les ans, comme Adrien Ferrand qui a Hills à Paris.
moi je le connais plutôt bien, Adrien, il se fait appeler tous les ans. Il a une bonne gueule, il a une belle cuisine, il a une cuisine un peu classique et tout. Ils et Brigade du Tigre. Brigade du Tigre, et en fait... il a toujours refusé, lui. Il a toujours refusé. Alors on avait fait un concours ensemble, Lef, il avait gagné un concours il y a un petit moment de food truck, ça l'avait bien aidé, mais il n'avait pas forcément aimé ça. Il a une gueule d'ange, mais il sait qu'à la télé, il est trop réservé. Et en fait, ça reste quand même effectivement une émission de télé, comme dans Koh-Lanta, vous allez voir, c'est évidemment pas les plus gros aventuriers de l'histoire, hein, les mecs qui participent. Il y a forcément des mecs un peu plus casse-cou qui sont plus aventuriers que les gars qui sont sur l'île. Mais bon, voilà, c'est l'histoire de la télé, faut que ce soit divertissant, sinon tu t'emmerdes. Et je crois que faut pas se voiler la face, ça joue vraiment aussi. Ouais. Et toi, Guillaume, souvent, enfin, moins aujourd'hui, effectivement, dans la profession, on disait non, mais Top Chef, ça donne une mauvaise image, en tout cas pas une image réaliste de ce qu'est la cuisine, de ce qu'est le restaurant. Ce qui est, moi, je pense toujours le cas. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Voilà. Je crois pas que ça soit le but. Par constater quand même que, comme tu disais tout à l'heure aussi, Baptiste, pardon, au départ, beaucoup de chefs se pinçaient le nez, refusaient d'y aller, puis maintenant ils grattent à la porte pour être invités, pour faire une épreuve, quoi. Donc, tu as vu ce changement d'appréciation de l'émission Oui, bien sûr, dans le milieu. mais parce qu'effectivement, le niveau est devenu différent aussi sur les candidats sélectionnés. Donc ça devient fun en fait maintenant de faire Top Chef. Ça devient fun de voir des mecs se foutre dans la merde tous les soirs parce que c'est compliqué. Et quand tu vois les candidats qui sont sortis de là, qui commencent à rentrer un petit peu aussi dans le paysage de la gastronomie française, tu vois, je pense à un Florent Laden qui est toujours là, et qui est toujours aussi talentueux et qui n'a pas changé d'un iota. C'est grâce à des mecs comme lui en fait que d'un coup Top Chef est devenu un peu plus sérieux. Et aussi parce que Yannick Aleno passe sur toutes les saisons. Et donc petit à petit, les gens ont commencé à se dire genre, il n'y a peut-être pas que des branquignoles qui passent là-dessus, quoi. Il y en a encore. Mais pas que ça. C'est marrant parce que là, on en parlait là récemment, mais les deux derniers qui sont pas passés sur Top Chef, c'est Passard et Trois Gros, je crois. Ouais. Et Michel Trois Gros. Ouais. Trois Gros. Et ils résistent encore, mais bon, ils vont y passer. Et même on voit dans les portraits, par exemple dans le portrait d'Adrien Cachot, il y a 2 ans, il y a Guy Savoy qui a pris parole, je crois aussi que les grands chefs ont compris que leur salut ou leur renouveau passait aussi en s'adossant à certains talents. Et les grands chefs se renseignent vachement. Aleno aussi, il fait son épreuve tous les ans, ça lui permet de poser sa cuisine, son travail autour des sauces. C'est pas par hasard, il sait qu'il y a un rendez-vous tous les ans, il fait très peu de sorties annuelles et une de ses sorties, c'est Top Chef. C'est là devenu incontournable pour lui. Ouais, c'est devenu incontournable. Et aujourd'hui, c'est une vraie com qui a pas de prix pour les chefs réellement. Je veux dire, c'est un Glenn Viel qui vient membre du jury, je pense qu'il n'a pas fallu deux gros contrats qui tombent tout de suite. Ouais, il n'a pas fallu lui demander pendant 1000 ans. Et puis même lui, ça le fait marrer. Il est un peu pop comme mec, il est rigolo et ça le fait marrer. Alors quand même, avant peut-être de passer à des questions, il y a le sujet des femmes en cuisine. Ouais. C'est toujours le reproche qu'on fait beaucoup à l'émission. Cette année, 3 femmes sur 12, c'est ça? Ouais. Enfin, il y a 15 au départ, mais bon... Ouais. 3 chefs. On se rend compte ou pas que ça reste un non-sujet en fait? Parce que c'est un non-sujet. Et je vais mettre les pieds dedans parce que j'adore foutre les pieds dans les questions de merde. Si Estérel était là, elle te dirait. Mais il n'y a aucun sujet. Il n'y a aucun problème. C'est un sujet, mais je pense que sur Top Chef, en fait, le sujet, c'est pas de dire genre, ok, on va prendre 6 mecs, 6 femmes. Le problème, c'est on cherche les 6 femmes. Et tu disais que le vivier ne se renouvelle pas assez. Le problème. Putain, Vigo, hé. Allez, stop. Hop, tu t'assois. Là, viens là. Ce serait un bon client pour Top Chef, lui, sur une épreuve là. Désolé. Il y a plein de belles le problème, c'est que mon meilleur exemple, c'est les Compagnons du Devoir, parce que c'est un exemple que je connais, d'accord ? Quand je suis rentré chez les Compagnons du Devoir, donc il y a 17 ans à peu près, il n'y avait pas de femmes. Okay, elle n'était pas acceptée encore chez les Compagnons du Devoir. C'était pas autorisé même. Ouais, ça. Voilà. Ouais. Et puis quand je suis rentré, il y en a eu 1, et puis 2, et puis 3, et puis moi j'ai connu la première compagnon pâtissière du Tour de France, tu vois, qui était sur ma dernière année à Paris. Donc le sujet, il est pas de dire est-ce qu'il faut faire 50-50 absolument. Le sujet, c'est de dire oh bordel, laissez-leur le temps en fait d'arriver, laissez-leur le temps d'être de plus en plus nombreuses, laissez-leur le temps en fait de prendre de plus en plus de place dans un milieu qui fonctionne comme au Moyen-Âge, qui est en train de se révolutionner, mais qui est complètement à l'ouest depuis des décennies. Donc
il faut arrêter de foutre la pression à tout le monde. Il faut Non, arrêter mais de il n'y a foutre pas la de pression, pression. mais la question, pour faire venir des femmes comme des gens racisés, comme on dit aujourd'hui, il faut des exemples visibles qui permettent à Ouais, à mais ceux il y en a- qui il y en a- n'osent pas de il y se en a- dire ah bah c'est il y en a de plus en possible. plus. Il y en a de plus Non, en mais plus. je dis pas Une que- Dominique Non, mais Crème je- qui intervient sur Top Chef. Cette année, il y a 5 chefs invités. Ouais, mais bien sûr, mais à ma connaissance, 3 il chefs fallait aussi des étrangers. success stories. Les success stories, elles arrivent forcément entre 10 et 15 ans après ton début d'apprentissage. Tu vois, moi, je suis OK en fait pour tout changer, tout péter et avoir de plus en plus de femmes. Franchement, ça serait génial. Mais laissez-leur le temps. Et justement, tu peux témoigner qu'il y a moins de candidatures de. Ouais, de après, femmes aujourd'hui c'est purement factuel et pour me ranger du côté de la data, il y a beaucoup moins de femmes qui postulent. postulent. Du coup, sur les castings finaux, alors on ressent pas la pression, il n'y a pas de. La prod n'est pas en stress parce que, quoique un petit peu, en se disant putain, il n'y a La pas prod assez de qui est femmes. très féminine en plus, tu me disais. Ouais, la prod, quasiment que des femmes. La productrice est une femme. La big boss de chez Studio 89 est une femme. La rédactrice en chef est une femme. Ouais, ouais. Ma compagne était productrice de Top Chef. Voilà, c'est vraiment une grande majorité de femmes. Et en gros, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, sur 10 candidats casting, il y a 8 mecs. Et puis voilà. Bon, du coup, la sélection. Tu as une explication à ça ou pas? Ouais, je sais pas. En gros, peut-être que, alors, sans mettre les pieds dans le plat et sans m'avancer trop sur le truc, je pense que la réalité, c'est qu'il y a une histoire peut-être de légitimité qui s'est pas fait. En fait, la place de la femme peut-être en cuisine n'a jamais été totalement intégrée, je pense, par la pression aussi, par l'espèce de effectivement cette mémoire de la cuisine qui fait que ça a toujours été un endroit de mec, quoi, et que je pense que oui, ça va prendre du temps avant que les femmes vraiment s'affirment de manière équitable, s'il y a une équité à trouver, j'en sais rien, mais que la réalité aujourd'hui, c'est que ça reste quand même un milieu très masculin et ça se ressent de façon très et encore une fois, les castings de Top Chef, ils sont uniquement basés sur le mérite jusqu'à la photo finale où effectivement tu as potentiellement 20 mecs ou 30 mecs qui peuvent intégrer le concours, et au bout d'un moment, il y a pas je parle pas de critères discriminants, mais au bout d'un moment, il faut composer la photo finale, et souvent, si ceux qui sont pas pris là vont l'année prochaine dans le casting. Et la réalité, c'est que on se retrouve toujours avec je sais pas, 15% de femmes par rapport Ouais, c'est 3 4, je crois. Ouais, que non, mais c'est peut-être 8 5. Et oui, c'est sans doute dommage, et ça se voit aussi sur les membres jury. On parle toujours. On a dit pourquoi remplacer Michel Saran par un homme plutôt que par une femme. Il y a un peu plus le choix, encore une fois. Il y a encore plus le choix. Michel Saran, peut-être que. Moi, je comprends le choix. Après, il y a des raisons internes aussi. Il ne faut pas croire que. C'est des mecs qui restent un petit peu longtemps. Les premières saisons, les mecs sont toujours hyper volontaires. Les 4e saisons de production, ça reste un peu plus compliqué. Ça a été le cas pour Piège, ça a été le cas pour à chaque fois. Donc c'est bien que ça se renouvelle. Et sur les femmes, effectivement, des femmes dans lesquelles il y a des Claire Vallée qui peut être super dans l'idée de. Claire Vallée, c'est Ona, un restaurant vegan. Autour du légume, il y a plein de gens. Il y a plein de femmes, il n'y en a pas autant que les mecs dans ce qu'est le symbole d'un chef qui puisse. Inspirer les candidats, etc. Aujourd'hui, des femmes qui sont prêtes à faire Masterchef ou Top Chef, il y a Anne-Sophie Pic, si elle a le temps, encore une fois, parce que si elle dit non, c'est toujours par manque de temps. Après, il y en a énormément, mais il y a des gens exceptionnels, il y a des femmes exceptionnelles au titre qu'il y a des mecs exceptionnels, mais souvent il y a besoin de cette notoriété, la prod a besoin de notoriété, d'une histoire, etc., qui est difficile à trouver. Et la réalité, c'est que sur le vivier, sur le marché français de la restauration, en femmes, il y en a peut-être moins aujourd'hui qui sont liées aux raisons qu'on expliquait tout à l'heure. Peut-être, en tout cas, d'étoilés, si on parle d'étoiles. Les étoilés, faut regarder les 3 étoiles, les 3 étoiles en France. Avant de prendre des questions, dernière question, qui gagne Top Chef cette année? Non, en revanche, moi j'avais un truc, tous les ans je m'amuse un petit peu à essayer de comprendre quelle est la future trend un peu de la gastronomie. J'en parle depuis 1 an et ça s'est confirmé. J'ai l'impression que c'est le terroir des rivières, tu vois, qui arrive. Genre ça va parler de la lauze, des grenouilles, tout le terroir autour des rivières qui va revenir en force. Le cendre, la pocheuse. Alors c'est déjà le cas, et effectivement tu t'y intéresses depuis un petit moment. La carpe. Moi j'ai vu aussi des candidats pour le coup il y en a un qui n'a pas été pris, mais ça m'a assez fasciné. C'est les méthodes de cuisson ancestrales. Dans les tangias un peu marocaines, dans les trucs machin.
machin. Moi, alors il y a ça plus, donc c'est les cuisines un peu primitives, mais ça c'est des mouvements aussi qui sont compréhensibles. En gros, quand le monde va mal, quand on est en pleine crise, on va vers des valeurs un peu plus refuge, et c'est dans la consommation de contenu. On va sur-regarder Koh-Lanta, on va sur-regarder des Indonésiens qui plongent à poil dans une rivière chasser des poissons, et en cuisine, on va plus aller vers des cuisines réconfortantes. Et j'ai l'impression, du moins il y a un super gars que j'ai adoré goûter en casting, vous allez le reconnaître pendant les premières émissions, c'est un gars qui est du côté de Tours et qui cuisine que son terroir qui est autour de la rivière. Et moi aussi j'y crois vraiment. Et j'ai goûté un super poisson qu'il avait cuisiné divinement bien, et en plus c'est hyper compliqué à lever un filet de... Enfin c'est un bordel quoi, c'est les carnassiers qui sont compliqués quoi. Et retour peut-être, tu disais tout à l'heure, une cuisine qui casse moins les codes, mais au contraire... Jean Humbert qui fait Escoffier au Plaza Athénée. Ouais, mais c'est assez symptomatique, tu vois aussi. Ça, c'est ce type de. On va pas parler des retours d'expérience et tout, j'y suis pas allé, mais ouais, c'est symptomatique. Je pense que revenir au classique, au grand classique, à des choses un peu plus installées et enracinées, ça a fait plus sens, quoi. C'est comme la cuisine d'Adrien aussi. C'est une cuisine très classique, très pointue, mais qui définit comme très classique. Je la trouve ultra fine, au même titre que la tienne. C'est des maîtrises très très fortes des basiques français, mais derrière avec des techniques un petit peu plus modernes. Moi, je trouve que ça a du sens, alors que quand tu étudies l'histoire de la gastronomie française de 98, quand on a été champion du monde en foot, ça correspond à des époques où on adorait, c'était la cuisine fusion un peu délirante qui partait dans tous les sens. Mais quand on retourne dans des périodes un peu plus anxiogènes, on revient sur les basiques. Le confinement, il y a beaucoup. Hein. Ouais. Regarde combien il y a de personnes qui ont fait du levain chez eux. Le vin, non, mais vraiment. Ouais. Et effectivement, la gastronomie est, quoi qu'il arrive, le miroir de la société. Et c'est la première, en fait, à changer aussi vite dès qu'il y a un souci. Effectivement, c'est un baromètre. Le doudou psychologique des Français, c'est la bouffe. Et c'est ce qui est tout de suite impacté. Donc ça m'étonne pas effectivement qu'on reparle de terroir et de saisonnalité des rivières. Ouais. Ça m'étonne pas, surtout quand on connaît la situation actuelle au niveau des océans. C'est pas une vraie surprise. Mais toi, tu vas continuer à explorer, parce que toi, ta cuisine, quand même, il y a des bases évidemment très classiques. Mais moi, c'est de la cuisine traditionnelle française que je fais chez Nezo. Ce qui saute pas aux yeux. Ouais, ce qui saute pas aux yeux parce que personne demande, ou personne, tu vois. C'est un éternel incompris. Mais non, pas du tout. Mais en fait, c'est que des mises à jour. Et il y a un certain nombre de mises à jour que je mets sur une sauce, sur une cuisson de poisson, sur une cuisson de légumes. Mais ça reste de la cuisine traditionnelle française. Et pointu. Parce que j'aime bien, c'est le genre de bouquin que je lis évidemment, mais putain, pointu quoi. Ouais, même pour moi, il a été compliqué. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous êtes timide comme toujours Ah, jeune homme. Alors si vous voulez vous avancer, il y a un micro sur pied avec une bonnette désinfectée. Bonjour. Présentez-vous, vous êtes Je suis Vincent, je suis cuisinier, mais j'ai une petite question peut-être plus pour Guillaume. Approchez-vous bien du micro. Je pense que vous pouvez répondre tous les deux. C'est sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'agroalimentaire, et notamment à Nezo. En plus, tu viens d'en parler, tu fais quand même beaucoup de poissons et de fruits de mer, il me semble, beaucoup plus que de la viande. Justement, tu viens de parler de la condition des océans. Et toi, qu'est-ce que c'est ton rapport par rapport à ça? Comment est-ce que tu vois la surpêche, tout, par rapport à ceux qui disent tout le monde a vu sur Netflix Seaspiracy que même la pêche durable, ça n'existe pas. Ce que je crois pas forcément, mais je te demande ce que toi t'en penses. Et sur les gros agroalimentaires comme Kellogg's ou comme ceux dont vous avez parlé, est-ce que vous pensez que ça, tout à l'heure il y avait Terroir d'Avenir, est-ce que ça passera plutôt par Terroir d'Avenir ou la ferme de l'Envol ou des gens comme ça, ou par la reconversion de ces deux questions en une du coup, les océans et puis l'autre, la reconversion des gros business alimentaires en des méthodes durables, ou est-ce que ce sera que des tout petits business, des toutes petites fermes partout, ou ce sera des gros trucs? Alors ouais, effectivement, question à tiroir du coup. Question à tiroir, on va commencer par Netflix. Netflix fait des programmes qui doivent vous donner envie d'être vus. Donc forcément, ils tirent le fil un chouille loin avec un manque de gris assez phénoménal au milieu. Mais effectivement, c'est très bien filmé et ça dit des choses en partie vraies. Est-ce que la pêche durable existe? En fait, elle est plus durable qu'une autre. Après, ça reste des poissons qui sont pêchés en masse dans de la flotte, quoi qu'il. Donc effectivement, sucer des graines, c'est encore plus durable que la pêche durable.
C'est l'agroalimentaire qui doit changer ou est-ce qu'il faut qu'on s'organise tous en petites unités pour résister plein de petites unités, c'est effectivement le format dont tout le monde rêve. Moi, le premier. Le problème, c'est que c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que les habitations, les autoroutes, les supermarchés ont de plus en plus empiété en fait sur les zones vertes françaises. Donc, même si on le voulait, c'est pas jouable. Donc, demander aujourd'hui à un Carrefour, à un McDonald's, à Kraft Food d'utiliser que des produits qui ont été sourcés, produits correctement, c'est clairement pas envisageable. Sachant qu'on est de plus en plus nombreux en France, que le budget moyen qui est donné à la nourriture dans un foyer est de plus en plus bas. Tu vois, tout ça mis bout à bout, en fait, ça fonctionne pas et j'essaye d'être le plus engagé possible, mais j'essaye aussi d'être le plus honnête sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en France et vous dire, bah écoutez, en fait, notre génération va tout changer. Non, clairement pas. Mais par contre, on peut essayer de changer petit à petit des petits trucs de manière à ce que l'agroalimentaire se sente un petit peu enfermé aussi dans ce greenwashing, tu vois, qui nous va si bien, parce que d'un coup, en fait, ils ont besoin de communiquer là-dessus pour faire de la thune. Et en fait, une fois que tu as compris ça, bah, tu peux les obliger à faire de la thune, mais intelligemment. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je sais pas s'il y a une réponse à la question, surtout. Ah, c'est dur. Non, mais tu veux dire quoi ? C'est une réponse c'est dur. ambivalente, comme la vie. C'est trop dur. Et puis non, mais je prenais l'exemple de McCain tout à l'heure. McCain, typiquement, ils sont, alors comme Nestlé, ils ont des budgets R&D énormes. Sur la gamme, par exemple, des frites McCain qui sont distribuées dans 90% des fast-food en France. Je sais pas, sur les 15 calibres de frites, on a une qui est 100% française, avec des pommes de terre dans le Nord. Mais elle est en rupture en permanence. En ce moment, elle est en rupture en permanence parce que voilà, non seulement production, non seulement pandémie, en plus la production a pris cher cette année, au mois de juillet. Ça a été terrible et ils se sont rendus compte qu'au moment où ils épluchaient les pommes de terre, le tiers était creusé de l'intérieur. Donc tous ces paramètres font qu'aujourd'hui, effectivement, budget plus la société qui part un peu en live liée aux conditions diverses et variées, je pense que on se dirige quoi qu'il arrive vers ces grandes industries qui vont de toute façon faire bouger les lignes un peu plus massivement et plus rapidement que les tout petits. Maintenant, les tout petits marchent très bien dans les villes. Terroir d'avenir en est le principal symbole en Ile-de-France, à Paris. Et ça va très bien, mais ça reste encore des niches, des ultra-niches, mais qui vont bien sur ces segments de marché. Est-ce qu'il y a une autre question ? Jeune homme ? Bonjour. Moi je m'appelle Cléo, je suis étudiant et je fais un sujet de recherche sur la gastronomie. Et en fait pendant le confinement il y a eu pas mal d'actions qui ont été mises en place, donc vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez fait quelque chose avec Uber Eats si j'ai bien compris. Mais il y a pas mal d'actions qui ont été faites aussi pour apporter de la nourriture, notamment par, alors je connais que son compte Insta, c'est Papy Diaz, je crois que c'est Julien Diaz à Marseille, d'actions pour proposer des nouvelles façons de préparer de la gastronomie et la mettre à disposition de manière plus facile pour les clients. Est-ce que ça a été aussi une action qui a été faite ? Ça, c'est une première question plus pour Guillaume. Bon, alors là, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, je crois. Après, moi personnellement, j'ai essayé de le faire à ma petite échelle, de me mettre un petit peu en cuisine, un peu tous les jours, et d'apporter à manger avec ma petite bagnole tous les jours, pendant 53 jours, à un certain nombre d'hôpitaux en France. Et puis ça m'empêche pas de bosser depuis 4 ans avec le Secours Populaire et de faire des maraudes le soir. Donc en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que tu peux très bien t'engager sur des projets entrepreneuriaux qui prennent de la place avec des acteurs qui ont des failles et essayer d'être un humain un peu correct. Je crois que les deux sont possibles et que c'est une démarche qui existe déjà depuis aussi longtemps. Je pense que les contrats de chefs, c'est-à-dire que moi je connais beaucoup de chefs de l'ancienne génération, de la nouvelle génération, qui
donnent le surplus alimentaire à des assos, qui font à manger pour des maisons de retraite, qui donnent des cours de français et de cuisine à des familles qui ont des réels problèmes aujourd'hui. Je crois que ce côté social, en fait, c'est aussi ça la base de la cuisine. Et c'est un truc qui est assez ancré en France. T'as l'exemple, t'as Botoura qui fait sous la Madeleine, c'est réfectorio où en gros tu manges à midi, tu contribues. Donc toi en tant que lambda, tu viens manger à midi et tu contribues au repas. Non, c'est pas ça. Je me suis planté sur le principe. C'est ça. Non, sont des sans domicile fixe, pas forcément d'ailleurs, des gens. Ouais. C'est mais le midi. Ah, c'est l'inverse. Ah non. Ok. Mais les gens qui viennent manger sont des gens démunis, accompagnés par des associations. Moi, j'ai fait on peut être bénévole, donc j'ai fait le service un soir. Ouais. Donc c'est la population, c'est celle-là, c'est vraiment des gens démunis. Et il y a un chef référent, et effectivement, de temps en temps, il y a des chefs qui viennent. Mais c'est la récupère tout ce qui est cuisiné et de la récup, effectivement. C'est des actions qui sont un peu révélateurs de. Ouais. Enfin, c'est assez génial. Et puis c'est une espèce de franchise. Tu peux l'ouvrir. Ils vendent ça, ils vendent service. Tu peux l'ouvrir à Rio. Tu peux l'ouvrir. C'est Massimo Bottura qui l'a créé en Italie. Ouais, c'est son seul forum. Bon, je maîtrise pas énormément la chose, j'irai me renseigner un peu plus. Tu as raison, il y a plein d'actions. Et effectivement, le restaurant aujourd'hui n'est pas qu'un lieu où on va se restaurer, où on va manger une assiette. Il s'inscrit dans son. Enfin, souvent, il essaye, dans son époque et dans son quartier. Je ne sais pas si c'était tout à fait la question, en fait. Je n'ai pas vu l'expérience de Julien Diaz. Je ne sais pas. Allô? Ah, okay. C'était de l'emporter, c'était quoi? Non, ouais, c'était pas ça. Parce qu'en fait, justement, c'est que c'était pas pour mettre en opposition le partenariat avec Uber Eats, c'était pour dire qu'il y a eu cette action-là et que justement, Julien Diaz, il avait fait la même chose avec Uber Eats. Est-ce que c'était compliqué de gérer avec ces entreprises-là la négociation pour dire je veux imposer mes termes pour que ce soit un peu plus correct? Tu nous as pas dit ce qu'il y avait dans ton contrat. Personne t'avait demandé, mais il y avait quoi dans ton contrat? Il y avait plein de trucs dans mon contrat. Il y avait plein de trucs dans mon contrat, dont des conditions reloues pour moi et mon image, plus que pour l'impact économique que ça pouvait avoir sur la scène en France. Une pub, c'est ça, imposée? Ouais, une pub était imposée, mais à côté de ça, il me prenait... pas 30%? Il me prenait pas 30%, parce qu'en fait 30% c'est fait pour les pizzaiolos. Et le schéma est adapté en fonction du business. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun... chef qui fait une cuisine correcte qui est facturé 35% de son chiffre d'affaires sur Uber Eats, aucun. Ou alors c'est juste qu'il s'est inscrit tout seul sur la plateforme et qu'il n'a pas demandé à avoir un commercial. Mais non, clairement, en fait, ce qui est pris par Uber Eats, c'est entre 20 et 35%. Sauf quand t'es McDo. Pardon? Sauf quand t'es McDo. McDo, c'est 5%. Sauf quand t'es McDo. McDo, je crois qu'ils ont commencé à en dessous de 10. Ouais, mais en fait, ça dépend. là, Ouais, mais pourquoi? Parce qu'en fait, parce que tout le monde commande McDo, donc forcément, c'est ceux qui font gagner de la thune à Uber Eats, donc ils sont moins taxés. Mais en fait, c'est du business classique. Hein. Ouais, mais du coup, on s'en sort pas, quoi. Pardon? C'est le serpent qui se mord la queue, du coup. On prête aux riches et on ne change pas les choses. Mais le problème, c'est que en fait, les gens commandent McDo. C'est le client le problème. Bah oui, le problème, c'est le client. Mais on en a déjà parlé 1000 fois. Le problème, c'est pas tant l'agro, c'est pas tant les gens qui font de la merde. Le problème, c'est que les gens mangent de la merde. Et ils aiment ça en plus souvent. Et ils adorent ça. Oui, non, il y avait quoi dans ton contrat alors? Parce que tu dis quand même, tu me disais, je sais pas si on peut le dire, le chiffre d'affaires que tu as permis de faire à tes pêcheurs, c'était 27 000 €, c'est ça, par mois? Facture par mois, effectivement. Chose qui est. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Deux fois ce que je paye en temps normal pendant que Nezo est ouvert. Donc c'était un bel exercice hostile de voir que dans Nezo, pendant 6 mois, on arrive à faire entre 350 et 500 couverts jour. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va peut-être débarrasser le plancher. Non, c'est bon, on est dans les temps. C'est bon? Bon, j'espère que vous avez été intéressés, que vous avez pris du plaisir à cette table ronde. Merci beaucoup, moi j'en ai pris en tout cas. Tu voulais dire un dernier mot, Baptiste? Non, merci à vous. Merci d'être venu un dimanche après-midi. Ouais. Et à très bientôt. Merci à Vigo d'avoir animé cette table ronde. Encore beaucoup mieux que moi, en étant plus de vie, plus d'entrain. Merci à tous les deux. Et puis rendez-vous mercredi 16 février, ça, sur M6 avec Top Chef et puis Guillaume Nezo et puis d'autres projets peut-être à venir. Merci à vous.